Bonjour, nous sommes à Montréal le 22 avril 2020. Vous avez peut-être remarqué certains airs de famille. Effectivement, je suis la sœur de Bruno Lalonde, celui qui est libraire aux ateliers Le Livre Voyageur. Écoutez, nous, bon, on n'a pas tout à fait suivi le même parcours. C'est-à-dire que moi, j'ai suivi plutôt la formation académique, là. Je dirais pas que j'étais un élève modèle, loin de là. J'étais ni un élève rebelle. Disons que je me situais dans la moyenne. Est-ce que j'aimais l'école jeune? Plus ou moins. Est-ce que j'ai appris à l'aimer plus tard? Je dirais que oui. J'avais un petit peu de difficulté à savoir l'orientation, à savoir est-ce que je m'en irais. Vous savez, quand on a 16, 17 ans, on se demande, bon, c'est quoi je vais suivre comme destinée. On y va un petit peu à tâtons. Alors, moi, j'optais plutôt pour peut-être un emploi de travailleuse sociale ou d'orthopédagogue ou d'éducation spécialisée. À tout le moins, j'aspirais, c'est sûr et certain, à une aide, à pouvoir octroyer une aide quelconque aux gens. Alors, bon, mon parcours, je me suis dit, bon, orthopédagogue, il me semble que ça me conviendrait. L'enseignement, mon père était professeur. Mon frère, ben, vous le savez, il n'est pas professeur, mais il est assez volubile, hein. Bon, je pense que personne, vous en conviendrez avec moi, que personne peut penser tout à fait le contraire. Alors, on est des volubiles, c'est comme ça. Il y a des gens qui se taisent, il y en a d'autres qui parlent. On est plutôt, je vous dirais, dans les catégories de ceux qui parlent. Et bon, j'ai fait, disons, un DEC en sciences humaines. Et après ça, ben, je me suis dit, mes notes étaient plus ou moins, ben, en tout cas, tu sais, c'était pas la grosse performance, moi, là. J'ai jamais, j'ai jamais été vraiment une femme vouloir rentrer dans le moule, là, tu sais, rentrer dans le moule de la performance, rentrer dans le moule de la consommation, rentrer dans le moule, bon, rentrer dans le moule tout court, c'est tout. Et puis, bon, finalement, je me suis inscrit aux sciences politiques. J'ai fini par faire mon bac. Mais tu savez, on ne sait pas pourquoi, mais c'est quand même pas, je vous dirais, des secteurs où les gens valorisent, hein. On valorise pas tellement l'histoire, la philosophie, la sociologie, les sciences politiques. Et pourtant, avoir une base, je dirais, dans ces facultés, la faculté de droit, vous savez, comme moi, est jumelée aux sciences politiques, est quand même importante parce que ça nous forme à avoir un esprit critique sur les gens, sur les événements et sur peut-être aussi, je dirais, les solutions. Alors, on se retrouve aujourd'hui avec un problème un peu colossal, je dirais, un peu, surtout, bon, on parle beaucoup des CHSLD, des aînés, et tout ça, c'était prévisible, hein? Et ça se résume à un seul mot, la gestion des ressources humaines. Il me semble qu'il y a prévoir à court terme, prévoir à moyen terme et prévoir à long terme. On savait d'ores et déjà qu'on s'en allait vers une gérontocratie. C'est d'ailleurs pourquoi les ministres, bon, tout ça, de l'immigration, vous savez que l'immigration relève du fédéral. Il y a des compétences exclusives et il y a des compétences partagées. Mais en ce qui concerne l'immigration, c'est une compétence exclusive du fédéral et on a fait venir des immigrants, hein, pour des gens que, en tout cas, à mon point de vue, on ne met pas assez en valeur, je dirais, leur diplôme parce qu'eux aussi, ils ont coûté leur formation dans leur pays respectif. Et là, on a des gens qui sont compétents, mais dont on ne reconnaît pas les équivalences. Fait qu'à toute fin utile, ils peuvent pas pratiquer. C'est particulièrement le cas, je vous dirais,
pour tout ce qui concerne l'Afrique du Nord, le Maghreb. Ces gens-là sont discriminés assez systématiquement, de même que les Autochtones, vous me direz. Pourquoi qu'on on discrimine, on cible une catégorie de gens? Je sais pas. C'est comme si c'était enraciné. C'est comme si ça allait de soi. C'est comme si... Vous savez, je pourrais dire, un préjugé, là, des fois c'est tenace, hein, c'est comme des mauvaises herbes. Je sais pas si vous autres, vous avez déjà eu des jardins, mais moi, personnellement, j'en ai eu quelques-uns, ben, pendant des années, je dirais, peut-être une quinzaine d'années, où, vous savez, on enlève des mauvaises herbes, mais on a l'impression que le jardinage, c'est plus enlever des mauvaises herbes que de voir ces légumes pousser. Hein. On passe un temps fou. Il y en a qui prennent des méthodes de culture en mettant des sacs de poubelle, puis ils font des trous pour éviter la prolifération, je dirais, des mauvaises herbes. Alors, tout ça pour dire que, bon, c'est toujours une question de planification. Comment on planifie nos choses, si on veut avoir des beaux légumes, comment on ensemence nos légumes, comment on prépare notre terre, comment on est rigoureux. Est-ce que moi je me souviens, je regardais ça les graines, puis je le faisais religieusement là, de dire bon, les carottes là, je regardais ça là, c'est un demi-pouce de profondeur. Bon, là, je dis ça, c'est un exemple comme ça, là. Je sais pas exactement là, de quelle façon il faut le faire. Mais j'apportais ma règle, puis là, ben là, c'est entre chaque rang, c'est 6 pouces. Puis là, j'apportais la règle, je mesurais. Tati, là, je mettais les petits bâtons pour m'assurer que j'avais la conformité, je dirais, au niveau de planter mes graines. Et là, moi, tout ça là, je vous parle, moi aussi, je suis un petit peu comme mon frère, là, je saute du coq à l'âne. Hein? Je veux dire, qu'est-ce qu'on veut? On a la même père, on a la même mère, fait qu'il va de soi que, hein, génétiquement parlant, les gènes, on peut pas s'en passer ou, tu sais, on peut pas l'exclure de soi, les exclure de soi, la partie génétique, la partie acquise, laquelle qui est plus prépondérante, on sait pas trop. Mais il en reste que moi, je crois beaucoup aux génétiques quand même, là, pour toutes sortes de raisons. Et moi, ce qui me préoccupe, je vais vous dire, j'ai je suis une militante. L'argent, moi, je sais pas pourquoi, ça m'a jamais tellement interpellé. Peut-être parce que je trouvais que j'ai grandi dans un milieu pauvre, d'abord et avant tout. J'étais une petite fille de l'Air Ontario avec un père de l'Ontario. C'est tout simple que ça. Alors, un père qui franco-ontarien, hein, bon, une minorité. Puis moi, ben, j'ai vécu ça à Ontario. Que j'étais une minorité. Oui, j'étais une minorité parce que je dirais que on a grandi avec une certaine aisance matérielle. Ma mère, elle avait des aspirations là, à nous donner, je dirais, le meilleur. Tu sais, la petite fille de la Ontario, peut-être la mieux vêtue, la mieux logée, la mieux, je dirais peut-être encadrée aussi, là, pour les études supérieures. On valorisait quand même chez nous l'ascension aux études supérieures. Et puis, vous savez, les gens, ils tapent ses pauvres, puis tapent ses pauvres, puis tapent ses pauvres. Mais dans mon temps, à moi, là, moi j'étais dans le centre-sud, là, je vous dirais, j'ai été élevé là à partir de 64 à 72. Et c'était l'un des quartiers les plus pauvres. Hein? Vous savez comme moi que c'était un des quartiers les plus pauvres avec Hochelaga-Maisonneuve, le Mylan. Et l'autre, je crois que c'était Pointe-Saint-Charles. En tout cas, tout ça pour dire que ma mère, elle, la pauvreté, elle n'en voulait pas. Elle voulait rien savoir de ça. Puis moi, je pense aussi que la pauvreté en tant que telle, c'est une calamité. Quand tu n'as pas suffisamment d'argent pour assouvir tes besoins de base, comment tu peux, euh, comment tu peux penser à accéder à mieux, là, tu sais? Je veux dire, tu es à la recherche constante de ouais, mais je vais-tu arriver?
C'est très mauvais, moi, je dirais, pour la santé physique et pour la santé mentale, parce que, en bout de ligne, pas savoir si demain on va avoir un pain sur la table, pas savoir si demain on va avoir un toit sur notre tête, c'est quand même assez préoccupant. Alors, ce qui vous m'amène à vous dire que j'ai fait de ma vie un petit peu trois principaux champs de bataille, que sont le logement, le droit au logement, ensuite le droit au niveau des OBNL, là, ou en tout cas des organismes sans but lucratif, puis je dirais aussi le droit des femmes, le droit, euh, le droit, comment je pourrais dire ça, donc, à avoir des relations sans contrainte. Alors ça, c'est mes trois champs de bataille. Puis des fois, je monte sur un cheval, des fois, je redescends du cheval, je remonte sur l'autre cheval, je redescends du cheval, je remonte sur l'autre cheval. Alors, bon, c'est à peu près ça. Pourquoi? Parce que je me dis, on a tous les mêmes droits, on est supposé d'avoir tous les mêmes droits, mais on n'a pas vécu nécessairement dans les mêmes origines familiales. Moi, comme je vous l'ai dit, je viens d'une famille pauvre. Je veux dire, ma grand-mère est devenue veuve très tôt. Je sais même pas si elle a eu une pension de veuve. Elle a tiré le diable par la queue toute sa vie. Alors, comment on peut faire de la richesse avec de la pauvreté? Ça, c'est ma grande question. Mais par contre, j'ai toujours cru au savoir, le savoir et le pouvoir. On a beau avoir toutes les richesses du monde, si on n'a pas le savoir pour aller chercher le pouvoir, ben là, ben, on se fait avoir. C'est aussi simple que ça. Alors, moi, ce qui me préoccupe, c'est la situation à Montréal, la situation que je trouve alarmante. Les Airbnb, ok, ça me préoccupe. Bon, j'étudie un petit peu là-dessus. Ma mère, elle me dit, Sylvie, t'es dans 1 million de comités. C'est à peu près vrai aussi, parce que je me dis, comment je peux savoir si je ne vais pas chercher l'information? Alors, oui, effectivement, je suis dans 1 million de comités. Et puis, je regarde les Airbnb. Juste où est-ce que demande ma mère, sur 4 logements, il y en a 3 qui ont été occupés par les Airbnb. Alors, ça me pose la question suivante, c'est que on n'a pas juste perdu le contrôle des CHSLD, là, on crie au loup, mais ça fait longtemps que le loup était dans la bergerie, là. Alors, ça fait longtemps qu'on savait qu'il y avait un manque criant d'effectifs, puis là, tout à coup, ça prend la pandémie pour se rappeler qu'on n'a pas vu à nos affaires en temps opportun. Et c'est comme ça dans tout au Québec. Il y a comme un laxisme qu'on attend qu'il y ait des drames, qu'on attend qu'il y ait des morts, qu'on attend que pour faire, ne pas faire en temps opportun ce qu'on aurait dû faire. Alors, bon, c'est ça. Le Airbnb, là, on se dit, écoutez, là, on est rendu là, que nous autres mêmes, moi, je suis né au Québec avec des parents que, bon, je l'ai dit, mon père franco-ontarien, hein, mais quand même, j'ai grandi au Québec toute ma vie. Ma mère a payé des impôts toute sa vie. Mon frère a payé des impôts toute sa vie. Et là, les logements sont occupés par qui? Des étrangers qui arrivent ici, qui pour eux, comparativement à la France, ok, il s'avère que c'est beaucoup plus abordable d'acheter que finalement de ne pas acheter. Alors, ils ont une culture, c'est aussi une culture, ça, d'être locataire ou de propriétaire, ou bon. Eux, ils ont une culture, je dirais, un petit peu plus collée sa famille. Je sais qu'en France, bon, de ce que je sais, c'est que tu n'as pas le droit de déshériter tes enfants. Ou à tout le moins, tu dois leur accorder 50% de l'héritage que vos enfants. Ici, ben, on a le droit de tester comme on veut. Alors, comme les parents, ben, ils n'ont peut-être pas pensé à laisser rien à leurs enfants,
ils se retrouvent eux-mêmes dans une position de précarité parce qu'ils n'ont pas pensé que s'il y avait un petit lopin de terre ou s'il y avait une maison, ça pourrait permettre à leurs enfants de prendre un certain envol financier. Ah ça, non, on n'a pas pensé à ça, nous. Non, 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 non. On est en majorité à Montréal. Maintenant, on voit que il y a une décroissance, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de propriétaires et de moins en moins de locataires. Il reste quand même qu'il y a 70% de locataires. Bon, 70% de locataires, mais 70% de locataires qui peinent avec, je vous dirais, c'est sûr que les salaires, hein, bon, n'ont pas suivi toutes je dirais, les augmentations des logements et tout ça. Hein. Bon, on le sait qu'on est de plus en plus pauvre, là, on ne peut pas se le cacher. Les produits de base que sont l'alimentation, que sont le logement, tout ce qui concerne les besoins essentiels. Moi, des fois, ça mérite un peu de dire, ah, bon, on va vous indexer au coût de l'inflation. Ben oui, mais l'inflation, c'est sûr, il y a des produits qui descendent. L'électronique, ça descend. Il y a des choses qui descendent. Les meubles, ça descend. Les vêtements, ça descend. Pourquoi ça descend? Ben parce qu'ils sont faits ailleurs. C'est tout simplement ça. Je veux dire, ils sont faits pour une bouchée de pain, puis après ça, exportés ici, puis nous, on les importe, puis ça nous coûte moins cher, puis bon, enfin, tous les secteurs mous qu'on a perdus au Québec, tout ça, là, moi, je trouve ça un petit peu déplorable qu'on vieillit mal, parce qu'on vieillit mal, effectivement. Moi, si je regarde mon ex-conjoint, travaillait chez Coronet Carpet, peut-être 7-18 piastres de l'heure, avec un fonds de pension syndiqué, ils ont fermé leurs portes, se retrouvent avec un salaire à 13 piastres, ben, c'est pas de l'enrichissement, ça, hein? Alors, bon. Alors, moi, j'ai été de celle que la Ville de Montréal s'est occupée parce que j'étais sur un jugement de cour. Et malgré le jugement de cour, on a défoncé le logement, on l'a rendu insalubre, on l'a rendu inhabitable. À un moment donné, si je suis capable, là je viens à peine de m'inscrire sur Facebook parce que là, je me dis, il faut dénoncer, c'est la seule façon, à un moment donné. Il faut brasser la cage, hein, parce que si on ne brasse pas la cage, il n'y a pas personne qui fait rien dans rien. Puis les journalistes, moi, j'adore les journalistes. C'est comme une courroie de transmission, ces journalistes-là, les journalistes d'enquête. Moi, ben, je viens de finir une technique juridique. Et puis, les journalistes m'alimentent, je les adore. Je les adore parce que ils me permettent en même temps de fouiller dans s'ils ont peut-être écrit quelque chose et ils me permettent d'enrichir mes dossiers. Bravo au travail des journalistes qui, eux, finalement, sont un petit peu, je dirais, le phare dans notre société, qui nous éclairent, qui nous renseignent. Moi, en tout cas, je me sers beaucoup des journalistes pour étoffer mes dossiers. Puis là, je me dis, ah, j'avais raison, regarde, la preuve, le sujet il a été étudié par un tel. Je pense à Félix Séguin, je pense à Yves Boisvert, je pense à Francis Veil. Moi, je lis tout ça assidûment pour voir si on trouvait d'autres preuves que moi, je pourrais mettre dans mes dossiers. Fait que vous êtes mes alliés, les journalistes. Vous êtes vraiment mes alliés. Je vous adore. Vous faites, quand je tombe sur la main sur un article, là, je me dis, waouh, vous faites ma journée. T'sais. Alors, mais genre, il m'en reste que, bon, la ville m'a sorti, bon, je le disais, je suis maintenant dans un HLM que je considère que, bon, niveau gestion, moi, je trouve que c'est toujours la même affaire. Quand il s'agit de gérer l'argent des autres, hein, l'argent du gouvernement, c'est quoi? L'argent de vous autres, là. Vous autres qui payez en taxes indirectes et directes, ça bat de l'aile. Ça bat de très de l'aile. Mais quand c'est de la nôtre, ah mon Dieu qu'on est frileux à sortir une pièce pour avoir quelques services que ce soit, parce qu'on pense que c'est l'État qui doit nous donner les services. Évidemment, il y en a des gens qui sont abonnés à la vache à lait de l'État,
Et moi, ça m'enrage parce que, oui, moi aussi, j'ai vécu de l'État, mais j'essaie à tout le moins de redonner à l'État ce que l'État m'a donné, c'est-à-dire monter les dossiers, dénoncer quand il y a des irrégularités, dénoncer s'il y a des vols, bon, etc., etc. Là. Hein, moi, les abris fiscaux, ça m'interpelle. L'évasion fiscale, ça m'interpelle. Et quand je peux pointer, je peux mettre les rétroviseurs sur un ou sur l'autre, je le fais. Puis je le fais, puis je suis très contente de le faire en plus. Mais il en reste que, pour bon nombre de gens, euh, il y en a beaucoup qui, je ne sais pas s'ils vont être capables de payer leur loyer. Avec la pandémie où tout est arrêté, moi-même, j'avais eu une petite allocation là, pour me trouver un emploi, faire mes démarches d'emploi, mettre mon CV à poil, mettre mes lettres de présentation à poil, etc., etc. Et bon, tout est suspendu. Mais pour ceux dont les revenus sont suffisants, euh, je me demande comment ils vont être capables de payer leur loyer. Est-ce que le gouvernement, en quelque part, ne pourrait pas, à tout le moins, parce que là, on donne, on donne, on donne, on donne de l'argent dans des méga structures qui sont des fois inefficaces, des fois c'est du vol des citoyens. Moi, je pense au CLSHSLD et rond, là, 3 000 à 10 000, là, pour avoir des piètres services comme ça. Je pense qu'il y a des choses qui devraient être complètement étatisées, malgré l'idée du partenariat public-privé. Le logement, entre autres, devrait être étatisé. Ou à tout le moins, les argents devraient être donnés directement aux gens. Puis la subvention directe. Là, arrêtez d'enrichir ces grosses structures-là, là, qui finalement sont aussi inefficaces que. Mais bon, tu sais, moi je pense, mettons, à des gens qui n'ont pas beaucoup de revenus, qui ont 1000 $ de revenus. Bon, mettons qu'ils ont 1000 $ de revenus, là, hein? On pourrait très bien dire, avant, tout le monde arrivait avec leur 25%, là, tu sais, on arrivait avec notre 25% consacré au loyer. Ça devait être la règle. Maintenant, ben, les taux d'effort qu'ils appellent, là, c'est 50, 60, 70, 80%. C'est pas rare, là, des gens. Moi, je regarde, des fois, ben, c'est un petit peu mon créneau, je dirais, le logement, là. C'est un petit peu ma clientèle. Les gens viennent me voir. Toutes sortes de problématiques, hein. Mais entre autres, le logement qui, de plus en plus, occupe une place prépondérante. Et ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent suffisant pour tout simplement avoir un toit sur la tête. Puis, ils ont peut-être 1000 $ de revenus. Il y en a qui ont 800. Là, les chambres, moi, j'ai appelé dernièrement pour une chambre, là, pour quelqu'un, là, parce que je me dis, c'est ma vie, hein? Faut donner un coup de main aux autres, chacun à sa manière. Il y en a qui vont prêter main forte dans HSSLD. Moi, je vais prêter main forte dans mes connaissances, dans les organismes où les gens pourraient avoir besoin d'une quelconque aide, de quelque façon que ce soit. C'est ma façon de participer. Et puis, des chambres à 700. 700. Personne à 1000. Il faut quand même qu'à travers tout ça, elle paye son téléphone sonore. Si elle se véhicule bon, avec le transport en commun, qu'elle paye sa nourriture, bon, hein? Bon, vous conviendrez comme moi qu'il n'en reste pas beaucoup, hein? Puis c'est insuffisant pour couvrir ses besoins de base, finalement. Hein, des besoins essentiels, des besoins qui sont même pas à négocier, je dirais. Alors, moi, j'interpelle la ministre, Madame Laforêt. Moi, je suis contente, finalement. Je ne vais pas voter, je vais vous le dire honnêtement, je ne vais pas voter pour la CAQ, mais je suis contente. Je considère que je suis un petit peu pour les États-Unis, là.
2 mandats de 4 ans, là, ça permet à une nouvelle équipe de voir ce qui ne fonctionne pas. Puis ça permet aussi à une culture, je dirais, de ne pas s'enraciner. Une culture, bon, en tout cas, moi je lis là-dessus, là, sur les dons politiques, puis tout ça, puis comment il y a une façon de détourner les dons politiques, puis bon, tata, ça permet à ce que les gens s'auto pas engagent, parce que là, c'est un peu ça, là. C'est qui a contribué dans la caisse électorale va faire en sorte que lui va se ramasser au pouvoir. Et il y a où la démocratie à ce moment-là? C'est même pas le choix du peuple, c'est le choix de la caisse. Alors, mais j'interpelle la ministre pour mettre des règles de fonctionnement un peu plus, non pas pro-propriétaire, là, parce que je trouve que, contrairement à ce qu'on dit, la régie est pour les locataires, moi je considère qu'elle est plus pour les propriétaires. Et ça, c'est dans sa structure. Moi, j'ai eu un propriétaire, il n'encaissait pas mes chèques. Ben non, il avait ses permis de cottage. Pas besoin d'encaisser les chèques, il va l'avoir son condo. Il n'a pas eu son condo. Puis j'ai été obligé de faire une demande à la régie d'autorisation de déposer mes chèques à la régie. Et ça, quand un propriétaire fait la demande, 3 semaines après, ting, il y a une date d'audience. Quand quelqu'un vit du harcèlement, comme moi j'ai vécu, où on m'a défoncé mes murs, tout simplement pendant que j'y habitais, on a enlevé ma serrure, on a enlevé ma porte, rien qu'on n'a pas fait, là, incluant mon escalier intérieur, je devais passer par en arrière. Dans une autre vidéo, si j'apprends à savoir comment manier le YouTube, parce que finalement, c'est peut-être la seule façon que les choses bougent et de les rendre publiques, je vais vous montrer quelques petites séances qui vous donneront une idée comment j'ai pu être harcelé. Et ça, avec l'aval des avocats. Ben oui, parce que les autres, les avocats, qui s'enrichissent, qui fait de l'argent, ce n'est les avocats. Hein? Les avocats entre eux, qui s'entendent entre eux. Ben là, Madame Lalonde, regardez, tout l'argent que je vais avoir, c'est tout l'argent que vous n'aurez pas. Oui, oui, oui. Il y a une culture, en tout cas, moi, je considère que complètement déracinée. Des fois, je me dis, vaudrait peut-être mieux revenir à des temps plus anciens où c'était le juge qui tranchait et les avocats n'existaient pas. Un peu comme la France, un système inquisitoire plutôt qu'inculpatoire. Alors, bon. Alors, ben, j'espère que dans toutes les sphères, ok, pas juste au niveau de la santé, au niveau de la justice également, où c'est difficile de faire reconnaître ses droits, c'est laborieux, faut mettre de l'argent, du temps, de l'argent et du temps et du temps et de l'argent, parce qu'évidemment, pour étudier les lois, ça prend du temps. Puis il y en a qui disent, ben, les avocats, ben, on achète leur temps. Ben oui, on achète leur temps. Ben oui. En ce temps-là, il nous fait perdre le nôtre, par exemple. Enfin. Alors, c'était un petit peu la capsule que je voulais vous livrer aujourd'hui. À un moment donné, de façon un petit peu plus approfondie, je vous livrerai des petites capsules de loi, comme ça, ici et là, pour rendre justement accessible la justice aux justiciables. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne journée.